Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2022, avec une météo qui semble nue, avec de nombreux brouillards. On n'y perçoit pas grand-chose, à moins de voilà, une cinquantaine de mètres. Voilà, ben, les nuages commencent à se densifier. La visibilité commence à diminuer de plus en plus. Et, voilà, donc on a de la brume depuis la matinée et bon, donc en cet après-midi, de la brume et du brouillard. Euh, voilà, c'est la journée d'aujourd'hui. Bon, ce qui fait froid, il ne fait pas si froid que ça. C'est vrai que pendant la nuit, nous avons eu du gel, hein. Nous avons eu du gel. Bon, qu'est-ce qu'on appelle froid? Bon, tout dépend de chacun, comment il peut entrevoir cette notion de froid. Mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'il y avait du gel. Donc, durant le cours de la nuit, il y a eu du gel, mais on s'est réveillé avec des bancs de brume et de brouillard. Et le brouillard est toujours présent. Donc, ça, c'est ce qui se passe en cette journée du mardi, en tout cas actuellement, jusqu'à présent, mardi 25 janvier 2020 2022. Je vous rappelle qu'on est toujours en plein hiver et que c'est pas, malgré que ce petit gel qu'on a eu, c'est bon, c'est de la rigolade par rapport à une saison qui devrait être une vraie saison hivernale, hein. Bon, avec de la neige, du verglas et tout ce qui s'ensuit. Bon, on n'a pas tout ça. Alors maintenant, je vais faire une vidéo qui va concerner la partie 2 des fonctions Excel. Des fonctions Excel, pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit du thème euh, des, euh, voilà, des fonctions financières, hein, fonctions financières d'Excel, bon, qui reprend beaucoup de choses, hein, des coupons, voilà, des escomptes, des intérêts, des titres, des calculs sur des titres, sur des trésors, enfin, sur des bons du trésor, sur des, comment on appelle ça, des amortissements. Bref, il n'y a pas à boire et à manger. Bon, donc vous n'allez pas utiliser forcément toutes ces fonctions-là sur Excel parce que certaines sont propres, si vous voulez, à des valeurs financières de la bourse, hein. Donc tout le monde ne manipule pas ces valeurs financières de la bourse. Donc il y a beaucoup de fonctions que vous n'allez pas prendre en compte. Je pense par exemple à un bon du trésor, des coupons, des titres. Voilà, il y a pas mal de choses que si vous ne faites pas voilà, des actions, vous n'intervenez pas dans des actions, enfin, quand je dis action, c'est d'acter, acter. Quand je dis action, c'est acter, c'est pas une action boursière, hein, c'est acter. Le fait d'agir, c'est ça que je veux dire. Si vous n'agissez pas voilà, dans des processus intervenant dans la bourse, ben, il y a beaucoup de nombreuses fonctions financières que vous n'utiliserez pas. J'ai bien dit, par exemple, les titres, les coupons. Il y a il y a quelques fonctions concernant les coupons, quelques fonctions concernant les titres. Bon, certaines fonctions concernant les bons du trésor. Bon, coupons, titres, bons du trésor. euh, Bon, et ça fait quand même quelques fonctions, hein. On a quand même, rien qu'à vous dire ça, bon titre, et, bon du trésor, coupon et titre, ça fait environ déjà une dizaine on a déjà à 10, environ 10 fonctions financières. Et puis bon, il reste des autres fonctions, hein. Par exemple, on parle taux d'escompte rationnel d'un bon du trésor, mais ça concerne le bon du trésor. Si je parle par exemple le taux d'intérêt d'un titre, ça concerne le titre. Voilà, calcul d'un taux d'intérêt par période d'un investissement donné, ça c'est par rapport à un investissement. Voilà. Calcul du taux de rentabilité interne d'un ensemble de paiements, ça concerne les paiements. Donc, il y a, on va dire, pour ainsi dire, il y a beaucoup de fonctions que vous n'allez pas utiliser sur Excel concernant voilà, la finance. Parce que, voilà, par exemple, si je prends l'amortissement correspondant à chaque période comptable, qui est, je l'ai vu hier, la fonction amort degré C. Mais ça renvoie donc l'amortissement correspondant à chaque période comptable. Bon, ça a à voir avec les amortissements.
amortissement comptable. Alors, Amorlink renvoie l'amortissement linéaire complet d'un bien à la fin d'une période fiscale donnée. Donc là aussi, ça a à voir avec un amortissement linéaire. Voilà. Amorline calcule l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée. Cumul inter donne le cumulé des intérêts payés entre deux périodes données. Cumul prince-père donne le cumulé du remboursement du capital entre deux périodes données. Date coupon, point presse, là ça va voir avec les coupons. Voilà. Donc date coupon, presse et date coupon suivent. Voilà, ça va voir avec les coupons. Alors DB et DDB, ça renvoie l'amortissement d'un bien pour une période spécifique en utilisant la méthode de l'amortissement décroissant à taux fixe, ça c'est pour DB. Et DDB, ça renvoie l'amortissement d'un bien durant une période spécifiée, suivant la méthode de l'amortissement dégressif à taux double ou selon un coefficient à spécifier. Alors la durée modifiée renvoie la durée de Macaulay modifiée d'un titre. Voilà, ça concerne les titres. Durée, calcule la durée d'un titre avec des paiements d'intérêt périodiques. Intérêt ACMAT renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu à échéance. L'intérêt AC renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu périodiquement. INTPAIR calcule le montant des intérêts d'un investissement. Voilà, ça a à voir avec l'investissement pour une période donnée. Alors on a ISPM T, je crois que c'était, je me rappelle plus, hein, ISPMN. À mon avis, c'était ISPMT. Bon, que j'avais pas dans mon Excel à moi, mais que je l'avais dans, comment on appelle ça, OpenOffice Calc, voilà, qui est un tableur. Voilà. Et donc j'avais vu aussi NB coupon, NB jour coupon, NB jour presse et NB jour coupon suivent, NB jour coupon qui concerne les coupons. Et puis la dernière fonction que je m'étais arrêté, c'était NPM qui calcule le nombre de paiements pour un investissement donné. Donc vous voyez que ça concernait soit des amortissements, des paiements, des coupons, des titres, et voilà, ça concernait ça. Alors bien sûr, j'étais arrivé à la partie 1, alors que maintenant je vais faire la partie 2, parce qu'il y a comment une panoplie de fonctions qui concernent donc la finance, fonctions financières. Et donc beaucoup de fonctions vous n'allez pas utiliser si vous faites pas vous n'agissez pas dans des valeurs boursières, hein. Donc voilà, certaines fonctions sont quand vous utilisez voilà, des valeurs boursières. Si vous n'utilisez pas de valeurs boursières, je ne vois pas pourquoi vous avez l'intérêt à utiliser ces fonctions-là, si ce n'est que dans un contexte d'apprentissage. Alors ceci étant dit, je vais juste vous expliquer un petit truc ici parce que bon, ce qui se passe ici, j'ai un fichier, voilà, qui est algèbre financière ici. Vous le voyez, algèbre financière.xls. Bon, c'est un document que j'ai fait. J'essaie de l'ouvrir avec Excel.starter 2010. Donc, moi, je possède Excel Starter 2010. Comme ça, vous le savez. Alors, bon, il tente de démarrer, mais il n'arrive pas. Bon, alors, si vous avez le cas, vous avez un démarrage qui ne se fait pas correctement, ou je veux dire, il commence à chercher, on ne sait pas ce qu'il cherche, et en fait, il est tout simplement en train de bloquer parce que ça fait un petit moment qu'il est là. Eh bien, pour ça, vous devez avoir, vous n'êtes pas obligé d'avoir Excel Starter 2010 ou Excel. Si vous avez un fichier qui ne s'ouvre pas, vous allez tout simplement dans OpenOffice Calc et vous ouvrez ce même fichier au travers de OpenOffice Calc, qui est, on va dire, un tableur. C'est un tableur comme Excel. Donc, et il possède les mêmes fonctions financières. Bon, maintenant, celui-ci, OpenOffice Calc, il est plus récent que Excel. C'est un fichier qui est plus, enfin, c'est un programme qui est beaucoup plus récent, un tableur programme qui est beaucoup plus récent que celui d'Excel ici 2010, hein, parce que bon, mon Excel ici, il date de 2010. Or, mon OpenOffice Calc, je ne sais pas quand il date, mais il est plus, on va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, c'est une quelle année, il faudrait que je regarde. Voilà, il faudrait que je regarde quelle année il date cet OpenOffice Calc. Bon, mais en tout cas, il n'est pas si récent non plus, hein. Ni l'un, on est en 2022, bon, ça fait 12 ans hein, que cet Excel-là bon, a été sorti. Et bon, pour l'OpenOffice Calc, c'est un peu la même chose. Bon, de toute façon, ce que je veux dire par là, je sais toujours ouvrir un document Excel au travers d'OpenOffice Calc. Même s'il ne veut pas s'ouvrir, c'est pas un problème. Ça ne constitue pas
pour moi un grand problème. Qui ne s'ouvre pas, qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas, c'est pas un problème, parce que mon fichier est toujours accessible via un autre, on va dire, tableur. Alors je pourrais l'ouvrir avec un autre Excel, hein, c'est pas ça. Bon, mais ici mon Excel il bloque, je vous l'ai montré. Bon, alors la première des choses à faire, moi je ne m'intéresse pas au règlement des dettes, ni à la capitalisation, ni à l'actualisation. Bon, alors maintenant il y a juste un petit truc que je voulais vous montrer, avant de commencer quoi que ce soit sur les fonctions financières. Ici, vous voyez qu'il y a la limitation de la page. Alors, aperçu des sauts de page. Là, j'ai l'aperçu des sauts de page. Et il suffit de tirer. Hein. Bon, là, quand vous tirez, vous avez l'aperçu, vous avez changé en fait le format de la page. Voilà, là, la page 1, elle est là. Ça, c'est ma page 1. Donc, ça veut dire que si j'imprime ça, bah, j'aurai tout sur une page. C'est ça que ça veut dire. Sinon, si j'avais pas fait ça, j'aurais une coupure. Hein. Hein, donc, ça, c'est pour l'impression, si vous voulez avoir tout sur une page. Mais de toute façon, moi, j'imprime pas ici. Donc, si j'imprime pas, bon, ça ne m'intéresse pas de faire tout ça. Ici, je peux faire la même chose. Bon, je n'imprime pas, donc j'aurais pu faire la même chose. Bon, maintenant, ce qu'on va regarder ici, voilà, je reviens en affichage normal. Voilà, vous avez affichage aperçu des sauts de page. Voilà, et affichage normal. Je reviens en affichage normal. Ça, je suis en affichage normal. Donc, on voit les cellules apparaître, etc., etc. Alors, moi, ce qui va m'intéresser ici, bon, je vais changer de page. Voilà. Alors, quand vous faites affichage aperçu saut de page, toutes les feuilles sont en aperçu saut de page. Hein. Voilà. Si maintenant vous faites affichage normal, bah, toutes les feuilles sont en normal. Voilà. Ceci étant dit, maintenant je vais aller rechercher les fonctions. Alors, donc dans Excel Starter, il y a un onglet qui s'appelle Formule. Vous allez dans Formule et vous allez chercher voilà, les fonctions financières. Et bon, il vous donne quelques petites explications. Vous pouvez avoir l'aide. Bon, mais ici c'est pareil. Hein. Alors, comment avoir les fonctions? Je vais insérer donc fonction, CTRL F2. Je peux faire CTRL F2 pour aller plus rapidement. Mais bon, ici je passe par le menu insertion ou Alt F. Vous faites Alt I, euh, Alt I, Alt F. Voilà, ou CTRL F2. Vous voyez qu'il y a une petite barre sur le F. On sait l'accéder avec Alt F, mais au préalable, je crois qu'il faut faire Alt I puis Alt F. Ou alors vous faites directement CTRL F2, hein, ça c'est du direct. Bon, bah ici, je vais aller chercher. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas toutes les fonctions, c'est les fonctions financières. Alors, je vous ai expliqué ce que c'était dans la vidéo précédente, et c'est celle que j'ai citée il y a un instant. Je vous rappelle encore une fois, je veux bien encore le refaire. Hein, je vous rappelle que c'est un renvoi de l'amortissement linéaire pro rata correspondant à chaque période comptable. En d'autres termes, c'est l'amortissement correspondant à chaque période. Bien sûr de comptable. Hein. On a Amorline, bon, qui calcule l'amortissement linéaire pour une complet, bien sûr, hein, l'amortissement linéaire complet d'un bien à la fin d'une fiscale, enfin à la fin d'une période fiscale donnée. Ici, bon, ils abrègent ça en disant qu'ils calculent l'amortissement linéaire pour une période. Bien sûr, c'est une période fiscale donnée. Hein. Amorlink, non, je m'excuse, ça c'est Amorlin, je m'excuse, je me suis trompé entre Amorlink et Amorlin. Amorlin, ça calcule l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée, donc c'est juste, hein, pour une période donnée. Par contre, Amorlink, là c'est pas la même chose parce qu'il renvoie l'amortissement linéaire complet d'un bien à la fin d'une période fiscale donnée. Donc Amor, c'est amortissement. Hein, amortissement. Lin, c'est amortissement linéaire. Voilà. Voilà. Donc le C il différencie par rapport à Amorlin de Amorlink
étant donné que c'est à la fin d'une période fiscale pour le Inc. Alors que pour le IN tout court, c'est pour une période donnée. Et ça, c'est pour une fin de période. Pour une période, voilà, correspondant à chaque période comptable. Chaque période comptable, mais à la fin d'une période fiscale donnée. Alors, cumul inter donne le cumulé des intérêts payés entre deux périodes données. Donc ça a à voir avec les intérêts. Hein. Inter, cumul, c'est cumulation. Ou cumul, c'est plutôt cumul. On ne dit pas cumulation, je crois, ça ne se dit pas. On dit accumul. C'est un cumul d'intérêts. Donc ça a à voir avec les intérêts. Donc intérêts cumulés, calcul cumulé des intérêts payés entre deux périodes données pour un investissement de taux d'intérêt constant. Bon, attention que le taux d'intérêt, il est constant ici, hein, il ne varie pas. Le taux d'intérêt, il est toujours le même. Cumul inter-ad, alors là, renvoie les intérêts cumulés à payer entre deux périodes. Alors là, ad, ça a à voir avec, voilà, si vous avez regardé l'aide, sur ad, alors vous avez chaque fois des exemples, hein, ils vous disent comment. Ça, j'ai vu tout ça hier. Voilà, calculer les intérêts courus pour une période donnée, les fonctions dont le nom se termine par add renvoient les mêmes résultats que les fonctions Microsoft Excel correspondantes. Pour obtenir des résultats conformes aux normes internationales, utilisez des fonctions sans underscore add. Par exemple, la fonction no-semaine calcule le numéro de la semaine d'une date donnée, conformément à la norme internationale ISO 8601, alors que la fonction no-semaine underscore add renvoie le même numéro de semaine que Microsoft Excel. Ouais, donc c'est une question de normalisation, sans plus, avec le add ou sans add. J'utilisais un protocole normalisé plutôt qu'un autre, voilà, avec le add ou sans le add. Voilà. De toute façon, ici, c'est toutes des fonctions Excel, hein, je vous le dis. Dans Excel, vous trouvez tout ça. Bon, je vous ai montré au travers de la partie 1 que tout ça, c'était les fonctions Excel. Hein. C'est les mêmes fonctions qu'on retrouve dans Excel. Voilà. Alors, j'avais vu, je sais pas ce que j'étais arrivé, j'avais vu cumul inter, cumul inter-at, cumul inter-prince, père, calcul capital cumulé. Ouais, c'est toujours cumul prince père. Alors, principal, c'est le capital. Hein. Quand vous dites prince, à mon avis, principal, c'est le capital. Voilà. Prince, c'est principal. Cumul principal périodique. Donc, donne, si vous voulez, le cumulé du remboursement du principal, qui est le capital, si vous voulez, entre deux périodes données. Voilà, capital cumulé renvoie le montant total des remboursements d'une période pour un investissement avec un taux d'intérêt constant. Donc ça a à voir avec les investissements. Ça. Alors on a cumul prince add, vous commencez à comprendre que le add, ça a à voir avec un protocole défini. Renvoie le montant cumulé des remboursements d'un emprunt versé entre deux périodes. Date coupon, presse. Et là, ça a à voir avec les coupons. Voilà. Date coupon presse, c'est calcule le nombre de jours entre la date du coupon précédent, la date de liquidation, bien sûr, et la date de liquidation. Donc c'est, il calcule le nombre de jours entre la date du coupon précédant la date de liquidation et la date de liquidation. Alors date coupon suivant, ben, détermine la date coupon suivant la date de liquidation et suivant la date de liquidation. Voilà, suivant la date de liquidation. Alors le DB, tout ça j'ai vu, hein, j'ai vu dans une partie, ça a été expliqué, bon c'est pour ça que je ne rentre pas un petit peu dans les détails avec ça. Calcul amortissement géométrique dégressif. Voilà. Donc ça va voir avec les amortissements ici, pour une période donnée, selon un coefficient A spécifié. Donc c'est l'amortissement d'un bien pour une période spécifique, en utilisant la méthode de l'amortissement décroissant, bien sûr, à taux fixe. Hein. Voilà, taux fixe. Hein. Alors le DDB, ça renvoie l'amortissement d'un bien durant
une période spécifiée suivant la méthode d'amortissement dégressif à taux double ou selon un coefficient à spécifier. Donc ça c'est le DDB. DDB, je vais rechercher. Voilà. Calcul amortissement arithmétique dégressif pour une période donnée selon un coefficient à spécifier ou le taux double. Alors, durée. Durée, attention que ici c'est durée tout court, c'est calcul la durée d'un titre. Voilà, ça va avec le titre, avec des paiements d'intérêt périodiques. Alors que durée A, je ne le fais pas parce que vous comprenez que ça a à voir avec un protocole. Vous pouvez utiliser la fonction. Voilà. Alors, durée A renvoie la durée McCauley d'un titre avec des paiements d'intérêt périodiques. Et durée modifiée renvoie la durée de McCauley modifiée d'un titre pour une valeur nominale de 100 unités monétaires. Donc, renvoie la durée de McCauley modifiée d'un titre pour une valeur nominale considérée égale à 100 unités monétaires. 100 unités monétaires, c'est 100 euros, 100 francs, 100, je ne sais pas, c'est 100 unités d'une valeur 100 dollars, 100 euros, 100, 100 yens, voilà, etc., etc. Intérêt AC. Là, il renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu périodiquement. Renvoie les intérêts échus ou intérêts accumulés intérêt AC. Alors c'est échu ou non échu. Renvoie les intérêts échus. Moi, à mon avis, c'est échu. Il renvoie les intérêts échus et pas non échus. Ou intérêts accumulés. Ça a à voir avec les titres. Intérêt AC, accumulation d'intérêts accumulés d'un titre, versement périodique des intérêts. Alors, intérêt AC mat renvoie les intérêts toujours échus. Les intérêts courus d'un titre. Dont l'intérêt est perçu à échéance. Versement des intérêts à échéance. Alors, int pair, c'est toujours intérêt. Int pair, c'est calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée. Donc, ça a à voir avec les investissements. Calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée sur la base de paiement régulier et d'un taux d'intérêt constant. Le taux est fixé. ISMPT calcule le montant des intérêts pour un emprunt à remboursement constant. Calcule le montant des intérêts pour un emprunt à remboursement constant, ça va voir avec un remboursement d'emprunt. Alors coupon, ça va avec le coupon. Calcul renvoie le nombre de coupons dus entre la date de liquidation et la date d'échéance. NB jour coupon précédent renvoie le nombre de jours entre le début de la période de coupon et la date de liquidation de ce coupon. Nombre de jours coupon suivant renvoie le nombre de jours entre la date de liquidation et la date de coupon suivant. Nombre de jours coupon renvoie le nombre de jours pour la période du coupon contenant la date de liquidation. Et NPM calcule le nombre de paiements pour un investissement donné. Voilà, calcule le nombre de paiements. Quand je dis le nombre de paiements, c'est le nombre de périodes de paiement pour un investissement sur la base de paiement régulier et d'un taux d'intérêt constant. Ici, le taux d'intérêt est toujours constant. Et voilà, maintenant, je vais faire la partie 2. Tout ça, je résume la partie 1. Et la partie 2, c'est ceci. Bon, Prince pair, ça, je ne l'ai pas vu. Il calcule pour une période donnée la part de remboursement d'un investissement sur la base de paiement régulier et d'un taux d'intérêt constant. Voilà, là, c'est Prince pair.
Donc il calcule la part de remboursement du principal ou du capital d'un emprunt pour une période donnée. Alors on doit mettre le taux. Bien sûr, vous devez introduire le taux, définir le taux d'intérêt périodique. Vous devez introduire la période représentant la période d'amortissement, période égale 1 pour la période pour la première et période égale NPM pour la dernière période. NPM est le nombre total de périodes pendant lesquelles l'annuité est payée. VA représente la valeur actuelle dans une séquence de paiement. VC facultatif est la future valeur souhaitée. Type facultatif définit la date. V égale 1 pour le paiement au début de la période. V égale 0 pour le paiement à la fin de la période. Dans les conditions OpenOffice Calc, les paramètres marqués comme facultatifs peuvent être ignorés lorsqu'ils ne sont pas suivis d'autres paramètres. Par exemple, dans une fonction comportant 4 paramètres où les deux derniers paramètres sont marqués comme facultatifs, le paramètre 4 ou les paramètres 3 et 4 peuvent être ignorés, mais le paramètre 3 seul ne peut être ignoré. Exemple, quel est le montant de la mensualité avec un taux d'intérêt annuel de 8,75% sur une période de 3 ans? La valeur au comptant, qui est de 5 000 unités monétaires, est toujours réglée au début d'une période. La valeur future est 8 000 unités monétaires. Et là, on a moins 350,99 unités monétaires en résultat. Alors je vais prendre prix bon du trésor. Renvoie le prix d'un bon du trésor pour une valeur nominale de 100 unités monétaires. Donc voilà, 100 euros, 100 dollars, 100 yens, 100 yuan, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, euh, prix bon du trésor, renvoie le prix d'un bon du trésor. Ça concerne le bon du trésor d'une valeur nominale de 100 euros. Alors vous devez rentrer voilà, 3 paramètres, liquidation, échéance, escompte. Il y a chaque fois des exemples. Hein. Bon, voilà. Alors, prix bon du trésor, il est là. Donc, calculer le prix d'un bon du trésor à 100 unités monétaires. La syntaxe, vous la voyez. Alors, le terme est la date d'achat du titre. Échéance est la date à laquelle le titre arrive à échéance, quand est-ce qu'il expire. L'escompte est le pourcentage d'escompte sur l'acquisition du titre. Exemple, la date de liquidation du 31 mars 99, le terme de l'échéance a été fixé au 1er juin 99 et l'escompte s'élève à 9%. Calculez le bon du trésor, il vous va renvoyer ici 98,45. Rang, coupon. Ça, je crois que je l'ai fait. Ouais, prix, bon, prix bon du trésor, je ne sais pas ce qu'il est. Ah, je suis là. Prix des coupons irréguliers. Y. Prix point des coupons Y. Point Y. Prix point des coupons point Y. Voilà, on nécessite. Renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 unités monétaires d'un titre, savoir avec les titres, hein, dont la première période de coupon est irrégulière. Alors,
je vais taper la fonction prix.découpon Y. Je vais redescendre alors prix découpon Y. Bon, alors c'est pas prix P coupon, hein. Pas confondre, c'est prix découpon. Ah ben il est là. Alors, calcule le rendement d'un titre si la dernière date d'intérêt est irrégulière. Ça, c'est prix découpon, alors qu'il existe prix P coupon. Donc, on renvoie le prix pour une valeur nominale, bien sûr, de 100 euros d'un titre dont la première période est irrégulière. Enfin, dont la dernière période est irrégulière. Dernière, parce que prix P coupon, c'est la première période qui est irrégulière. Ici, c'est la dernière période. D, c'est, voilà, vous voyez, D, c'est dernière période. C'est la dernière période qui est régulière. Alors que P coupon, c'est la première période qui est irrégulière. Alors comment elle va cette fonction-là? Bon, il faut rentrer le terme, l'échéance et la date à laquelle terme est la date à laquelle est la date d'achat du titre. Échéance est la date à laquelle le titre arrive à échéance. L'émission représente la date d'émission du titre. Premier coupon représente la date de premier intérêt du titre. Taux et le taux d'intérêt annuel. Rendement représente le rendement annuel du titre. Rendement est la valeur rendement pour 100 unités monétaires de la valeur nominale. Fréquence représente le nombre de versements d'intérêt par an, 1, 2 ou 4. Base est choisie suivant 0, 1, 2, 3. Ça, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ça revient assez souvent. Hein. La base, elle revient assez souvent. Voilà. Et là, vous avez donc le, la première prix des coupons renvoie le prix donc d'un titre d'une valeur nominale de 100 unités monétaires dont la première période est irrégulière. Par contre, prix P coupon renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 euros d'un titre dont la première période est irrégulière. Il y en a une, c'est la première et l'autre, c'est la dernière période qui est irrégulière. Ils vous disent c'est quoi qui est en irrégularité. Et là, il vous donne un exemple. Voilà. La date de liquidation est le 20 avril 1999. Le terme de l'échéance a été fixé le 15 juin 1999 et la date du premier coupon est le 15 octobre 1998. Le taux d'intérêt est de 3,75%. Le prix s'élève à 99,875 unités monétaires. Et la valeur de remboursement à 100 unités monétaires. Et la valeur de remboursement est à 100 unités monétaires. Les intérêts sont versés tous les semestres, fréquence égale 2. Et la base de comptage des jours est la méthode américaine, c'est-à-dire la base 0. La base 0, je vous rappelle que méthode américaine NASD, 12 mois, 30 jours chaque. Voilà. Et là, il calcule le rendement du titre en question. Voilà, il renvoie 0,044873 ou 4,48%. Alors, rang P coupon, c'est la même chose, mais sauf que là, c'est la première. Vous avez un exemple aussi, à mon avis. Non, ils n'ont pas mis d'exemple, mais c'est un peu la même chose, si ce n'est que c'est la première date qui est irrégulière. Donc ça, c'est des coupons. Et il y a rang P coupon. Il y a des coupons et P coupons.
Alors, je ne sais pas ce que... J'étais dans... Oui, découpons, il est là. Découpons Y. Non, ici c'est prix découpons, hein. Je m'excuse. C'était pas rang, c'est prix. Prix découpons. Et j'étais en train de voir prix découpons et prix P-coupon, parce qu'il y a aussi rang découpons et rang P-coupon. C'est pas la même chose. Euh, c'est pas la même chose. J'étais dans prix découpons et prix P-coupon. Alors, qu'est-ce que c'est que DEC convertit une cotation de la forme fractionnaire à la forme décimale. Bon, c'est une conversion, hein. Convertir la valeur de la cotation, bien sûr, la cotation boursière, de la forme fractionnaire à la forme euh, décimale. Alors, prix frac, c'est le contraire. Convertir une cotation boursière de la forme décimale à la forme fractionnaire. Donc, il y en a qui convertit de fraction vers décimale, et il y en a un autre qui est converti euh, de décimale à fraction. Donc, fractionnaire, frac, il reconvertit à la forme fractionnaire. Voilà, frac, c'est pour remettre en fraction. Et prix DEC, c'est pour remettre en décimale. Alors, prix P-coupon, je l'ai vu. Prix titre. Hein. Lui, il renvoie le prix d'un titre rapportant des intérêts périodiques pour une valeur nominale de 100 euros. Donc, renvoie le prix pour une valeur nominale, bien sûr, de 100 euros. Enfin, de 100 unités monétaires, c'est pas 100 euros, je m'excuse. Renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 unités monétaires d'un titre rapportant des intérêts périodiques. Alors là, vous avez la liquidation, l'échéance, l'intérêt, le rendement. Un prix titre, c'est ça. Voilà, vous avez prix titre, calcule la valeur marchande d'un titre à revenu fixe avec une valeur nominale de 100 euros, enfin de 100 unités monétaires, comme fonction de rendement prévisionnel. Alors, vous devez rentrer bien sûr le terme et la date d'achat du titre. Échéance représente la date à laquelle le titre arrive à échéance. Le taux représente le taux nominal annuel de l'intérêt, taux d'intérêt du coupon. Rendement est le rendement annuel du titre. Euh, Remboursement représente la valeur de remboursement de 100 unités monétaires de la valeur nominale. Fréquence représente le nombre de paiements d'intérêt. La base choisit sur une liste d'options. Voilà. Et par exemple, vous avez un titre acheté le 15 février 99. La date d'échéance est de le 15 du 11 2007. Le taux d'intérêt nominal s'élève à 5,75%. Le rendement s'élève à 6,5%. La valeur de remboursement est de 100 unités monétaires. Les intérêts sont versés chaque semestre. La fréquence équivaut à 2, avec un calcul sur la base du système américain de 0. Le prix est le suivant, renvoi 95,04. Alors, je ne sais pas, prix coupon, ça je l'ai vu, je crois. Prix titre. Prix titre, euh, échéance. Lui, il renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 unités monétaires d'un titre rapportant les intérêts au terme de l'échéance. Donc il renvoie le prix d'un titre dont la valeur nominale est de 100 unités monétaires et qui rapporte des intérêts à l'échéance. Alors vous devez rentrer liquidation, échéance, émission, intérêt.
Alors vous devez rentrer donc le terme, voilà, le terme, l'échéance, l'émission, le taux, le rendement et la base. La date de liquidation est le 15 février 99, le terme de l'échéance est le 13 avril 99 et la date d'émission est le 11 novembre 98. Le taux d'intérêt s'élève à 6,1%, le rendement est à 6,1%. Et la base, c'est la méthode américaine. Donc ici, on a calculé sur base de 30 jours sur 360. Voilà, donc il vous calcule 99,98. 99,98. Voilà, ça c'est pris titre à échéance. Maintenant, je vais voir rend coupon, rend des coupons, renvoie le rendement, euh, rend des coupons.y. Donc renvoie le rendement. Rend, ça veut dire rendement. Hein. Renvoie le rendement d'un titre dont la dernière période de coupon est irrégulière. Rend P coupon renvoie le rendement d'un titre dont la première période de coupon est irrégulière. Rendement bon du trésor renvoie le rendement d'un titre dont la première période de coupon est irrégulière. Ah non, je m'excuse, là je me suis trompé. Renvoie le rendement d'un bon du trésor. Ouais, voilà. Rendement simple renvoie le rendement annuel d'un titre escompté. Rendement titre renvoie le rendement d'un titre rapportant des intérêts périodiques. Rendement titre échéance renvoie le rendement annuel d'un titre rapportant des intérêts au terme de l'échéance. Et là, intérêt calculé, ça c'est rente invest, intérêt. Calcule le taux d'intérêt qui représente la rentabilité d'un investissement. Ça va avec les investissements, bien sûr. SID, calcule l'amortissement arithmétique dégressif pour une période donnée. À savoir avec les amortissements. Taux, calcule le taux d'intérêt constant d'un investissement basé sur des paiements réguliers. Taux effectif, renvoie le taux d'intérêt annuel effectif pour un taux d'intérêt nominal. Taux effectif add, bon ça vous savez c'est un petit peu à voir avec les... Voilà. Taux effectif add renvoie le taux d'escompte d'un titre. Taux d'escompte renvoie le taux d'escompte d'un titre. Là ça va voir avec le protocole comme je vous ai expliqué avec le underscore add. Renvoie le rendement équivalent d'une obligation pour un bon du trésor. Taux escompte R. Taux d'intérêt renvoie le taux d'intérêt pour une obligation. Taux nominal, calcule le taux d'intérêt nominal annuel pour un intérêt effectif. Taux nominal add, bon, renvoie le taux d'intérêt annuel, nominal annuel. Tri, calcule le taux de rentabilité interne d'un investissement. Alors il y a aussi trim, hein. Calcule le taux de rentabilité interne modifié pour une série d'investissements. C'est pour un investissement. Voilà. Trim, c'est pour une série d'investissements. Tri paiement. Renvoie le taux de rentabilité interne d'un ensemble de paiements non périodiques. On a valeur actuelle, calcule la valeur actuelle d'un investissement. Valeur encaissement renvoie le prix d'un titre escompté pour une valeur nominale de 100 unités monétaires. Valeur nominale renvoie le montant du versement au terme de l'échéance pour une obligation. Valeur actuelle nette, calcule la valeur actuelle nette d'un investissement basé sur des flux financiers non constants. Van de paiement renvoie la valeur actuelle nette d'un ensemble de paiements non périodiques. VC, valeur future, calcule la valeur future d'un investissement sur la base de paiements réguliers et d'un taux d'intérêt constant. VC paiement renvoie la valeur future d'un investissement en appliquant une série de taux d'intérêt composites. VDB, variable, lui il calcule, si VDB il calcule l'amortissement d'un bien pour une période partielle ou spécifiée en utilisant la méthode américaine
declining, ou ce qu'on appelle balance. Voilà, declining balance. Declining balance. Variable declining balance, calcule l'amortissement arithmétique dégressif pour une période spécifiée. Et VPM, calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement en remboursement et taux d'intérêt constant. En d'autres termes, calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et taux d'intérêt constant. Voilà, et ceci termine la liste, et vous avez chaque fois de l'aide. Hein, si je prends par exemple VC, on va aller chercher VC. Vous voyez que VC, c'est la valeur future, hein, calcule la valeur future d'un investissement. Valeur future, calcule la valeur future d'un investissement sur base de paiement régulier et d'un taux d'intérêt constant. Donc si je vais chercher VC dans l'aide, voilà, VC, alors, VC fonction, affiché, voilà, et là vous lisez, renvoie l'amortissement, non c'est pas ça, je m'excuse, VC fonction, il est là, voilà, calcule la valeur future de l'investissement sur la base de paiement régulier et d'un taux d'intérêt stable, d'un taux d'intérêt fixe. Alors, vous devez rentrer le taux qui définit le taux d'intérêt périodique. Le NPM est le nombre total de période de paiement. VPM représente l'annuité payée régulièrement par période. Alors, VA est facultatif et la valeur au comptant actuel d'un investissement. Type définit si le paiement est dû au début ou à la fin de la période. Voilà. Et alors, il vous donne un exemple. Le taux d'intérêt est de 4%. Les remboursements périodiques s'élèvent à 700 unités monétaires et s'étalent sur 2 années. La valeur actuelle de l'investissement est de 2500 unités monétaires. Valeur finale de l'investissement vaudra 4234. Bien sûr, il faut rentrer dans VC 4%, 2, 750 et 2500 au bon endroit. Là, il va vous calculer la valeur à la fin de l'investissement. Voilà, et donc vous avez des exemples, hein, chaque fois vous avez des exemples de tout ça. Il vous donne chaque fois des exemples. Et dans Excel, c'est la même chose. Vous avez les mêmes fonctions, puisque en fait, tout ça, ce sont des fonctions voilà, qu'on retrouve dans Excel. Voilà, c'est catégorie financière. Alors, catégorie financière, à mon avis, il partage en plusieurs parties. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs parties. Hein. Fonction financière, première partie. Ouais, il les décompose un petit peu comme j'ai fait. Ici, je décompose en deux parties. Voilà, tout ça, tout est expliqué. Voilà, première partie. Taux d'escompte, tri, VA. Valeur nominale. Et ça, c'est la première partie. Bon, c'était, à mon avis, partagé en trois parties. Hein, où il y a première partie. Les fonctions financières sont catégorisées en trois parties. Première partie,
ou peut-être plus, hein. En tout cas, j'ai vu 3 parties ici. Voilà, deuxième partie, elle est juste en dessous. Oui, c'est en 3 parties. La deuxième, vous voyez qu'il est fonction financière deuxième partie. Voilà. Je redescends tout en bas. Fonction financière troisième partie. Voilà, partie 3. Je redescends tout en bas. Fonction calque sur le wiki OpenOffice.org. Bon, bah ça m'intéresse pas. Donc, ils ont décomposé en 3 parties. Par exemple, taux d'intérêt, taux point intérêt fait partie de la partie fonction financière partie 3. Date coupon suivre, date point coupon point suivre fait partie de la catégorie finance partie 3. Alors si je veux chercher dans la partie 1 une fonction de la partie 1, ce sera par exemple, un exemple, ce sera par amort degr c, ou si vous voulez db, ou encore durée add, ou si vous voulez intérêt.hack, ou intérêt.hack.mat, et ainsi de suite. Je vous remercie.